C'est super parce que Christian me devance toujours sur les stands et il trouve les bons petits coins où on parle de choses sérieuses. On a parlé des animaux, de l'adoption, des associations, mais c'est aussi le salon de la nature et je me trouve en présence de Marie-Laure. Je suis passé devant le stand avec Christian et Marie-Laure vient de terminer un ouvrage. Peut-on encore sauver l'humanité? Alors la question fait peur, mais à mon avis elle est d'actualité. Marie-Laure, bonjour. Bonjour. Alors effectivement, elle est tout à fait d'actualité puisqu'on y parle notamment du réchauffement climatique, des problèmes que nous rencontrons aujourd'hui, les problèmes de sécheresse, les incendies qu'on a pu voir et les problèmes de comportement. Et ce livre, en fait, ne va pas donner une réponse, mais va amener une réflexion. Il est basé sur 3 ans de recherche et 15 ans d'études scientifiques. Alors c'est ça Marie-Laure, est-ce qu'un matin vous vous êtes réveillé et vous avez senti que ça tournait mal ou alors depuis longue date que vous avez ça en tête? Alors en fait, moi je suis ingénieure en environnement depuis une dizaine d'années et donc j'ai vu effectivement décliner tout un tas de choses. Et ces 3 dernières années, j'ai fait beaucoup de recherches. Je me suis basée sur 15 ans d'études scientifiques pour essayer de comprendre d'où émergeaient tous ces problèmes et de prendre conscience qu'il y a une véritable réflexion urgente à se poser. Voilà. Et pour vous, tout ce que disent les climato-sceptiques, c'est terrible, c'est un contre-message pour vous tout ça? Non mais c'est complètement un contre-message. De toutes les manières, il n'y a qu'à allumer son poste de télévision pour comprendre qu'il y a un vrai problème aujourd'hui. Voilà. Donc effectivement, on ne peut pas être climato-sceptique de nos jours, ce n'est plus possible. C'est vrai que ça me rappelle Home de Yann Arthus Bertrand il y a 15 ans déjà, qui disait au début de son film et toi, être humain, tu es là depuis 50 000 ans ou 200 000 et tu as fait en 50 ans plus de mal à la planète que depuis 4 milliards d'années, c'est fou. On peut pas être climat. Mais les Français, la politique du gouvernement, elle est plutôt. C'est pas Trump non plus, c'est pas les Américains quand même. Alors, c'est pas Trump non plus, c'est pas les Américains, mais il y a quand même des mouvements de la jeunesse qui sont là, qui sont pas forcément très écoutés. Aujourd'hui, on se penche beaucoup sur des problèmes qui méritent d'être approfondis. Alors, on commence à parler des véhicules électriques, on commence à parler du plastique, mais il y a des choses beaucoup plus importantes à traiter aujourd'hui. Et ça, la jeunesse l'a bien compris dans tout leur mouvement, justement, pour le climat, pour le réchauffement climatique. Ok, Marie-Laure, si vous n'aviez, c'est vaste, hein, c'est pas exhaustif bien sûr, mais si vous aviez que 3 conseils majeurs à donner aux Estéréloises et aux Estérélois qui nous regardent s'agissant du climat à leur échelle à eux, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors déjà, il y a le mode de consommation de l'alimentation qui est extrêmement important puisqu'on sait aujourd'hui qu'il y a un vrai problème avec la surconsommation carnée et tout le gaspillage que ça va engendrer. Pour fabriquer 1 kilo de viande rouge, il faut 15 000 litres d'eau, il faut 15 kilos de céréales, c'est énorme. Il y a également le comportement responsable qui est la consommation. Aujourd'hui, on essaie de recycler, mais il faut peut-être se demander pourquoi achète-t-on autant? Parce que si on n'achète pas autant, on aura moins besoin de recycler. Voilà. Et puis une prise de conscience immédiate et ne pas penser que ça va se jouer dans 400 ans, 500 ans. Non, aujourd'hui on le sait, c'est dans les 30 prochaines années qu'il y aura véritablement des mouvements extrêmement importants et notamment une migration, une immigration climatique. Voilà. Et comment ça se fait que l'écologie, parce que bon, on est un peu dans ce domaine-là, comment ça se fait que depuis 40 ans, gouvernement après gouvernement, l'écologie, c'est finalement le peuple qui a poussé l'écologie vers l'eau, c'est pas venu d'en haut. Comment ça se fait que comment ça devrait être transversal à tous les gouvernements, ça, ce ministère de l'écologie? Pourquoi ça prend pas au sein des instances? Alors ça devrait être transversal. Cela dit, aujourd'hui, on est quand même dans un pays où on veut fabriquer, on veut de l'économie, on veut une augmentation de la croissance. Or, malheureusement, on va être obligé de passer par des phases de décroissance puisqu'on ne peut plus continuer à consommer autant. Et aujourd'hui, la décroissance n'est pas du tout la priorité du gouvernement. Voilà pourquoi aujourd'hui, on a des problématiques avec l'écologie. La décroissance, exactement. C'est ce qu'on a. On en a parlé avec un pêcheur à l'Espadon et qui nous a parlé de cette décroissance-là. Vous avez tout à fait juste. Marie-Laure, si on veut trouver votre livre, on va dans Google et on tape Marie-Laure Putz, P-U-T-Z, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. On peut le trouver chez Amazon, à la Fnac, enfin voilà, dans les grands distributeurs qui ne sont pas forcément écologiques, mais malheureusement, ce sont les systèmes de communication. Voilà. Bon, merci, c'était passionnant comme discussion. Merci Marie-Laure.
et à très bientôt. Peut-être ministre de l'écologie bientôt. Bah écoutez, je suis responsable PACAT d'un parti écologique, mais voilà, on verra. Bon, plein de bonnes choses. Merci beaucoup. Et quand vous serez ministre, vous penserez à STRL TV, hein? Ah oui, je penserai, tout à fait, je penserai. Merci Marie-Laure, au revoir. Très gentil Marie-Laure. Il y a un truc qui m'a fait rigoler tout à l'heure. Je suis passé devant ce stade, elles sont en train de discuter les filles, mais ces demoiselles. Alors, j'ai vu l'association SOS Serpent, Soptom. On vous l'a dit, à l'adoption, mais aussi au Salon de la Nature. On va interroger ces deux demoiselles une fois qu'elles auront fini de discuter avec ce couple qui se renseigne. Plein de bonnes choses, plein de belles choses ici dans ce salon. Je vois des tortues, je vois des serpents. On va leur parler. Bonjour mesdemoiselles, c'est STRL TV. Vos prénoms c'est? Alors, Olivia et Enora. Eleonora. Enora. Nora. Ok, Olivia et Nora. Je suis passé devant votre stand et j'ai vu SOS Serpent et ça m'a attiré l'œil. J'ai vu aussi des tortues. C'est une couleuvre ça? C'est une couleuvre de Montpellier, tout à fait. Couleuvre de Montpellier. Elle est venimeuse la couleuvre de Montpellier? Alors, elle est totalement inoffensive. Alors, elle a décroché à l'arrière de la mâchoire, mais elle les utilise très rarement. C'est vraiment pour se défendre, mais son meilleur moyen de défendre, c'est la fuite. Les couleuvres en général, c'est la fuite. C'est pour ça qu'on veut vraiment défendre ça auprès du grand public. C'est qu'il y a cet aspect néfaste qui est culturel et inscrit un peu dans nos mœurs. Voilà, les serpents, c'est le côté vicieux, insaisissable. Mais non, dans le Var, ce sont strictement des couleuvres. C'est ce qu'on explique sur notre panneau. Et donc, elles sont inoffensives, elles n'attaquent pas. Donc, on ne veut pas que les personnes les attaquent à coups de pelle, etc. Donc, on défend ça. Voilà. Ça veut dire qu'une couleuvre de Montpellier, la seule façon qu'elle aurait de vous mordre, c'est si vous lui enfoncez carrément la main dans la bouche, quoi. C'est ça. Sinon, elle a beaucoup plus peur que nous. Voilà. On va s'approcher, elle va vouloir juste fuir. Hein. C'est beaucoup moins coûteux pour elle que de se battre. Quoi. C'est clair. Alors, Nora, c'est une association. Vous êtes basée où? Est-ce que c'est PACA? Est-ce que c'est Var? Est-ce que c'est l'Estérel? C'est quoi votre association Soptom? Alors, donc nous, on est placé dans le Var, à Carnoul, voilà, donc depuis 2017. Et c'est une association, du coup, qui s'appelle la Station d'Observation. Vous êtes bénévole, mademoiselle? Alors, on est en service civique, voilà, Ah, donc génial. toutes les deux, pendant 7 mois, une durée de 7 mois. Génial. Et donc, on s'occupe de faire le terrain, aussi de s'occuper d'animation, comme le week-end d'animation, comme là, nous sommes présentes. On s'occupe donc de sensibiliser le public aux tortues et aux serpents, à leur protection, pour mieux les comprendre et que les gens ne les agressent pas et les protègent au maximum. Tout à fait. Alors, on a parlé des serpents. Dernière question sur les serpents. Comment on reconnaît du premier coup d'œil une couleuvre qui va fuir et une vipère qui va suivre aussi, mais qu'on a un peu plus crainte de la vipère? Alors, en fait, la caractéristique première, c'est au niveau de l'œil. Donc, en fait, les couleuvres, elles ont la pupille totalement ronde, alors que les vipères, elles ont la pupille comme les chats, en fait, verticale. Et l'autre manière de voir, c'est que les couleuvres sont très fines et lancées, elles fuient vite, alors que les vipères, elles ont tendance à être un peu plus lourdes, plus trapues. Donc, c'est vraiment ça qui les différencie. Elle est plus courte la vipère que la couleuvre. La vipère est plus courte et plus trapue. Ouais, on peut le voir ici, on le voit mal, mais voilà, une vipère, juste là, c'est beaucoup plus court, plus trapu, alors que la couleuvre est longue. D'accord, la couleuvre peut faire un mètre là, d'accord. Plus c'est court et plus ça peut être une vipère. Mais alors vraiment le signe, D'accord. c'est la pupille, il n'y a rien à voir, hein, vipère, hop, fendu, et pupille ronde, la couleuvre. Donc il n'y a pas de... D'accord. La vipère, elle va vous mordre si vous marchez dessus, c'est tout? Elle va pas se redresser comme dans les documentaires et vous choper à la gorge? C'est comme la couleuvre en fait, elle fuit, elle va pas chercher à attaquer, elle cherchera à attaquer si elle se sent attaquer justement, et il y a même des vipères qui mangent juste des insectes et leur venin est très spécifique aux insectes et seulement à leur proie. Elles sont spécialistes, donc le venin est adapté parfois à leur type de proie. Donc il y a des cas d'envenimation, c'est très rare. Et Nora, si je me fais par inadvertance, parce que j'ai marché dessus, mordre par une vipère dans l'Estérel, je suis avec des enfants, qu'est-ce que je dois faire tout de suite? Parce que, alors il y a les spécialistes qui disent qu'il faut s'allonger, il y en a qui disent qu'il faut courir, il y en a qui disent qu'il ne faut pas boire, il y en a qu'il faut aspirer le venin. Qu'est-ce que je dois faire en priorité si je suis avec des enfants dans l'Estérel et que quelqu'un se fait mordre par une vipère? Alors, tout d'abord, il faut savoir que quand les vipères, elles mordent, elles ne donnent pas
forcément tout le temps du venin. Donc la première chose à faire, c'est de ne pas paniquer, il faut rester calme, s'asseoir. Et après, on peut appeler, donc, que ce soit des centres, l'hôpital par exemple, les pompiers ou un centre anti-poison, c'est ça à faire. Mais voilà, il y a le pourcentage de mortalité de gens qui sont morts par des vipères, il est de que quelques pourcentages. C'est vraiment, il y a très très peu de mortalité. C'est juste, on en a très peur et voilà, il faut pas paniquer, il faut d'abord rester calme et c'est la première chose à faire. Il n'y a pas en France de serpents qui vous tuent en 10 minutes, quoi. Ah non, pas du tout, pas du tout. D'accord. On peut ajouter un petit truc. Oui, oui, oui. Alors en fait, on est en train de développer un dispositif qui s'appelle SOS Serpent 83. Et ce dispositif, c'est justement en fait pour venir en aide aux personnes qui vont trouver un serpent dans leur jardin, dans leur piscine. Et donc ils nous contactent par mail, via Facebook, par téléphone. Et à ce moment-là, nous, notre première fonction, c'est juste de les rassurer en premier abord. Ils nous envoient une photo, on leur dit l'espèce, etc. Donc voilà, première fonction, c'est sensibiliser. Et parfois, on peut intervenir si vraiment la personne semble paniquer. Mais voilà, c'est vraiment un dispositif qu'on a envie de... Il y a un téléphone? Alors là, Non. là, c'est juste l'adresse mail et le Facebook. Nous, après, on a nos numéros perso qui sont sur les pages, etc. Mais voilà, nous, on veut vraiment faire connaître ce dispositif. Il existe aussi en Aquitaine, etc. Mais c'est important parce que voilà, les Ça serpents désacralise la peur du serpent et on va les tuer alors qu'ils sont comme tous les animaux doués. S'ils ne sont pas doués de raison, ils sont moins doués de la vie. Alors pourquoi ils ont une utilité, c'est sûr. J'habite à 200 mètres à côté de Coldouce, là, d'un endroit qu'on appelle le lac aux tortues. Parce que les Raphaélois, les Fréjussiens, depuis des années, ont l'habitude, quand la tortue est plus grande que le bocal, d'aller les mettre dans ce lac-là. Mais c'est pas. Alors, il y a une espèce endémique à l'Estérel ou pas en tortue? Là, vous me parlez des tortues du coup aquatiques. Je ne connais pas grand-chose, mais je vois souvent des gens qui déposent des tortues et qui partent, quoi. Disons qu'on a la tortue de Cistude, c'est la tortue d'Europe. Cistude d'Europe, exactement. Elle, c'est celle qui est endémique. Après, il va y avoir des compétitrices. Est-ce qu'on peut la voir là ou pas? C'est laquelle? Non. Ah, mince. C'est pas grave. Tortue aquatique. Mais après, en fait, elle rentre en compétition avec la tortue de Californie, tortue de Floride, qui sont vendues en fait en animalerie. Et celle-ci, en fait, les tortues de Floride prolifèrent énormément à domicile et souvent on les relâche. Ce qui fait qu'il y a aussi une compétition avec les tortues cistudes d'Europe qui sont elles dans leur région. Une compétition de niche pour la nourriture, etc. Et en fait, elles prennent carrément le dessus, quoi. Donc le patrimoine animalier des tortues ici sur le territoire de la Cavem, c'est les tortues cistides. Cistudes d'Europe. D'accord, ok. Après, génial. Exotique, la tortue de Floride. Il faut pas les mettre, les tortues qu'on achète dans les animaleries, dans les lacs à l'extérieur. Justement, c'est de plus en plus interdit de vendre des tortues de Floride. On s'est rendu compte qu'il y avait des excès. Ouais. Et qu'à la fin, finalement, les personnes ne maîtrisaient pas du tout l'animal. Et qu'en effet, plus l'aquarium est grand, plus la tortue se développe. Et on sait plus quoi en faire, quoi. Donc il y a des dérives, quoi. Exactement. Bon, c'est très intéressant. Ce petit panneau, ça sert à quoi, Nora? Alors, donc pour tout vous expliquer, c'est pour comprendre comment la tortue régule sa température. Donc pour vous expliquer, en fait, nous les humains, on est toujours à 37 degrés, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, on se régule par la transpiration, etc. Ça se fait tout seul. Pour les tortues, c'est différent. On dit que c'est des individus qui sont ectothermes. Donc c'est-à-dire que pour être bien, il faut que leur température soit à 28 degrés. Et elles vont adapter en fonction de la température qui est extérieure. C'est-à-dire, donc s'il fait trop chaud dehors et qu'on est en canicule, par exemple, qui fait 35 degrés, et ben 35 degrés, c'est trop chaud pour la tortue. Donc pour atteindre les 28 degrés, pour se rafraîchir, elle va se mettre à l'ombre, se mettre dans des endroits qui sont frais pour du coup se rafraîchir et que leur température, elle descend jusqu'à 28 degrés. Et au contraire, s'il fait trop froid dehors, donc par exemple s'il fait 15 degrés, et ben c'est trop froid pour la tortue. Du coup, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va prendre des bains de soleil. Donc elle va se mettre sur une pierre, par exemple, au soleil. Et, comme les serpents. Exactement. La tête en l'air et les pattes en l'air, et elle va attendre de se réchauffer afin d'augmenter sa température pour pouvoir commencer à être active, à se nourrir, à se déplacer, etc. Ok, très bien. Le village des tortues, c'est à Carnot, d'accord. Et si on veut vous poser des questions et des renseignements, on vous retrouve là-bas. Alors, au village des tortues, il faut savoir qu'on est deux entités différentes. Nous, d'accord. On fait partie de cette association la Soptom, et on est implanté au village des tortues. D'accord. Il y a deux entités différentes, c'est plus axé par etc. Et nous, c'est plus suivi en milieu naturel de la tortue d'Hermès. Au final, les serpents dans les stériles, ils ne sont pas dangereux. Si toutefois on se faisait, parce qu'on marche dessus, mort par une vipère, on a largement le temps d'appeler pour prendre conseil dans les centres que vous nous avez appelés le 18 ou alors. Et derrière les tortues, attention le petit message, les tortues cistudes, c'est les nôtres ici dans les stériles. On évite de mettre des tortues des animaleries dans les lacs de l'Estérel. Ok. Le mot de la fin encore, pour imager tout
ça, en fait, souvent on dit que les tortues, elles sont en danger parce qu'on les aime trop, on les adore et on les prélève dans la nature, ce qu'il ne faut pas faire, elles sont en voie de disparition. Et les serpents, c'est l'inverse, il y a une dichotomie. Ils sont détestés via tous les stéréotypes qui tournent autour d'eux. Et du coup, ils sont menacés parce que volontairement, l'humain les tue, quoi. Donc il faut vraiment effacer ces deux oppositions-là, quoi. Voilà. C'est passionnant, mesdemoiselles. Bravo, vous avez non seulement l'art, mais aussi la manière. Très bien. Bravo, merci à vous et bon travail. La jeunesse, c'est génial de voir des jeunes passionnés comme ça. On serait resté des heures avec ces demoiselles. C'est génial. Bon, on fait une petite pause et puis on se retrouve d'ici quelques petites minutes.